Bonjour et bienvenue dans la critique contenant des spoilers du film Gladiator 2, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez voir le film, ne regardez pas cette vidéo. Elle contiendra des spoilers du film Gladiator 2 si vous voulez voir la critique sans spoiler. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez regarder la critique sans spoilers, c'est la dernière. La vidéo précédemment téléchargée avant celle-ci. Alors, oui, vous pouvez regarder la critique maintenant avec des spoilers et sans spoilers, alors commençons sans plus tarder. Entrons dans les détails du film Gladiator 2, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Tellement. Parce que dans la critique d'hier, la critique sans spoiler, j'ai donné un aperçu général de ce que j'ai aimé dans le film, ce que je n'ai pas tellement aimé. Nous pouvons maintenant entrer dans les détails. Raisons spécifiques, scènes spécifiques, personnages spécifiques que j'ai aimé, que je n'ai pas tellement aimé et pourquoi cela a affecté ma perception du film dans son ensemble. Donc vous savez, le film commence avec cette scène de bataille épique. Vous savez, cette grande bataille navale où la ville est attaquée en Numidie, d'accord ? Comme les Romains attaquent avec une énorme flotte, ils attaquent la ville Numidie et notre personnage principal. Hanno, ou c'est comme ça qu'il se nomme, bien sûr, il est comme nous le découvrirons plus tard, pas. Hanno, ouais, il est établi comme le personnage principal, et bien sûr, nous pouvons immédiatement deviner qu'il était le gamin de Gladiateur. Ouais, d'accord, c'est le gamin de Gladiateur, Lucius Verus. Et cela aura des implications dont nous allons parler, mais il est établi comme le personnage principal, Puis vous voyez sa femme et c'était comme « Waouh, c'est comme !» J'ai l'impression qu'ils ont juste mis sa femme pour créer cette motivation pour lui, mais ça semble étrange, parce que nous la voyons pendant combien de temps ? Voyons-nous sa femme pendant 1 minute, pendant 20-30 secondes, ou quoi comme « Oh, elle est ici, et ah bonjour ma femme » et ils ont une courte scène ensemble. Et puis, essentiellement, la ville est attaquée par cette flotte romaine. Et bien sûr, les méchants oppresseurs romains, un peu comme, les méchants romains, bien sûr, nous les Romabous, savons que ce n'est pas vrai. De toute façon, les Romains attaquent Enelo. Il y a des combats en cours et bien sûr, sa femme se trouve être une archère, ce qui est, disons, un choix intéressant du point de vue actuel. Mais à l'époque, cela aurait été extrêmement inhabituel. Disons-le comme ça, cela aurait été très, très inhabituel, très, très atypique. D'accord, comme cette idée que les femmes se battaient, vous savez, waouh, elles pouvaient faire des choses incroyables. Ouais, c'est une idée moderne et ce n'était pas le cas à l'époque, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous savez juste, parce que de nos jours, vous savez, nous avons des droits égaux et nous savons que, vous savez, les femmes peuvent aussi faire des choses impressionnantes. Hollywood suppose que c'était toujours le cas. Mais, je déteste vous l'apprendre comme ça, cela aurait été extrêmement mal vu, d'accord ? Cela aurait été comme « Hey, c'est comme, c'est étrange. C'est comme quoi, faites-vous ici ?» Vous savez comme, c'est bizarre ce que vous faites, d'accord ? Je suis en fait un peu surpris qu'ils aient pas montré comme des femmes, vous savez, des légionnaires romaines, ou comme vous savez, un peu comme une légion féminine. Une légion féminine, c'est peut-être dans Glad, d'accord ? Cela est réservé pour Gladiator 3. Peut-être alors nous obtenons la légion féminine. Et ensuite, ce révisionnisme historique, où nous devons comme, juste parce que maintenant nous avons des droits égaux en tant qu'hommes et femmes, cela a toujours été le cas. N'est-ce pas ? Donc c'est étrange, et nous la voyons comme pendant 1 minute, et puis elle est morte. Et puis il est comme, oh mon Dieu, non, bien sûr, waouh, il est super triste, bien sûr. Mais nous, en tant que spectateurs, nous ne le ressentons pas tellement, parce que nous l'avons vu comme pendant 1 minute. Vous savez, cela ne nous semble pas émotionnellement impactant. Quand nous voyons cela, nous pensons comme d'accord, je veux dire... Bien sûr, c'est compréhensible que vous soyez extrêmement triste maintenant, mais nous ne le ressentons pas tellement parce que nous l'avons vu pendant pas longtemps, vous savez. Donc, son personnage entier est un peu étrange.
Et elle sert juste comme elle est juste mise là, afin de le rendre furieux contre les Romains, parce que, bien sûr, le général qui menait cette attaque sur cette ville. Le général Acatius, je pense qu'il s'appelle dans le film joué par Pedro Pascal, il est comme « Oh, je déteste ce gars maintenant », comme notre personnage principal Hanno, alias Lucius Verus, fils de Marcus, fils de, d'accord ? Plus que ça, le fils de Lucilla, petit-fils de Marcus Aurelius, il est en colère, il est comme « Oh, je déteste ce gars maintenant ». Je déteste Acatius et je vais te tuer, Acatius, parce que tu as tué ma femme, tu sais. Et donc, tu sais, j'ai trouvé ça un peu étrange et tu sais, le tout début était un peu bizarre. La bataille, ce que je veux dire, quand les Romains ont-ils attaqué la Numidie en 211 après Jésus-Christ, comme la Numidie avait été une province de Rome à ce moment-là pendant des centaines d'années, je veux dire, et puis plus tard, je veux dire, d'accord, il est capturé. Oui, la bataille ne se passe pas bien, les Romains gagnent. Et nous voyons que Acatius a mauvaise conscience, il est comme « Ô homme, ce n'est pas ce pourquoi Rome se bat ». Tu sais comme « Ah, je n'aime pas être le méchant et tuer des innocents au nom de Rome ». Donc c'est au moins intéressant d'avoir un personnage en conflit avec Acatios. Et puis, tu sais, ils prennent notre personnage principal en tant que prisonnier. Oui, il devient un esclave maintenant. Le truc habituel, comme dans le Gladiateur 1, il devient un esclave. Et puis, il atterrit dans une ville perdue, bizarre, bien sûr. Et il doit maintenant se battre dans une arène pratiquement une copie conforme du Gladiateur 1, sauf que, comme je l'ai dit dans ma critique sans spoiler, c'est une version pire et plus irréaliste, avec des explosions exagérées, et tout est comme waouh d'énormes navires qui explosent. Je veux dire, c'est complètement exagéré et absolument incroyable. Et il est jeté dans une arène avec Jugurtha. Je ne plaisante pas, Jugurtha, le chef des Numidiens qui vivait dans... La guerre de Jugurtha contre les Romains s'est déroulée entre 111 et 105 avant Jésus-Christ. Il y a donc plus de 2100 ans et non 300 ans comme suggéré dans la question. Avant les événements du film, plus de 300 ans avant, je veux dire que c'est complètement ahistorique. Et donc, notre personnage principal se bat alors côte à côte avec Jugurtha dans une arène. D'accord, dans une arène contre, mon Dieu, contre des créatures de singes étranges que je n'appellerais même pas. Et c'est difficile de les appeler des créatures réellement existantes qui vivent sur cette planète. Elles ressemblent sérieusement à une sorte d'expérience génétique qui a mal tourné où quelqu'un a essayé de créer une créature tueuse en mélangeant de l'acide désoxyribonucléique de singe ou de chimpanzés avec, vous savez, des loups ou des chiens, et puis les rendre, je ne sais pas, plus, leur donner des dents extrêmement tranchantes et tout, et puis les rendre super agressifs. Et vous êtes comme quoi, je veux dire... Est-ce que je regarde un film historique ici ou est-ce un film de fantasy? Désolé, mais c'est comme complètement pour moi, c'était complètement immersion brisante et crédibilité brisante parce que si vous établissez cela comme un film qui a eu lieu dans l'Empire romain, alors vous ne pouvez pas mettre des créatures de fantasy et je suis désolé mais c'est ce que c'était, comme ces créatures pour moi ressemblaient à une sorte d'expérience génétique qui a mal tourné, ce ne sont pas des singes normaux. Ce ne sont pas des singes normaux, ce sont comme des singes tueurs fous, des singes tueurs mutés. Et cela brise complètement la construction du monde, à mon avis, la crédibilité de ce monde. Je veux dire, c'était déjà tendu avant. La crédibilité de ce monde avec des explosions folles et exagérées. La scène de bataille comme dans l'établissement du film, les 10 premières 15 minutes avec cette bataille en mer ou ce siège naval d'une ville, vous savez comme un semi-siège, une semi-bataille navale siège d'une ville et des scènes de combat en ville étaient complètement exagérées mais maintenant avec ces singes tueurs, je suis désolé mais c'est juste stupide comme des singes tueurs mutés, allez, il y a beaucoup d'animaux fous sur cette planète, ils sont vraiment dangereux. Et dans le premier film, vous avez vu des tigres.
Vous avez vu des lions et c'était suffisant, comme Maximus avait vraiment du mal à gérer ces créatures. D'accord, ils sont assez fous. Nous n'avons pas besoin d'inventer des choses tueuses, mutées moitié chien, moitié singe. D'accord, nous n'avons pas besoin d'inventer de telles créatures, parce que cette planète a beaucoup de créatures dangereuses. De toute façon, c'était déjà vraiment agaçant et déjà à ce moment-là, je me disais... D'accord, ce film va être un désastre comme la bataille navale. Je ne l'aimais pas, c'était trop exagéré, c'était complètement ahistorique et cela a eu lieu des centaines d'années avant les événements de ce film. La femme du gars, du personnage principal, a été juste mise pour qu'il soit en colère contre les Romains. Elle n'a servi à aucun autre but. Les scènes où il est dans une sorte d'au-delà. Il voit des scènes de l'au-delà qui reflètent ce que Maximus a vu dans le premier film. Vous savez, quand la famille de Maximus a été tuée et qu'il les a vus sur les champs de blé d'Elysium, vous savez, comme dans l'au-delà, ça reflète ça. À mon avis, c'est comme le refléter mais en pire, d'accord? Le refléter mais en pire, et la musique, elle ne me correspondait pas. La musique du film, elle ne me correspondait pas. Elle n'avait pas une bande sonore forte. C'est l'une de mes principales critiques du film. Il n'avait pas une bande sonore forte. Il y avait comme Hans. Je suis presque sûr que Hans Zimmer n'était pas impliqué, parce qu'il était probablement trop occupé avec Dune, qui a une bande sonore incroyable d'ailleurs, et donc comme tout ce que nous entendons chaque fois quand il montre des scènes du premier film, de Gladiator, alors chaque fois il joue le thème de Gladiator 1, les mélodies célèbres de Gladiator 1, mais Gladiator 2 n'a pas de thème que je connaisse qui lui soit propre. Je ne pourrais pas, si vous me demandiez maintenant, s'il vous plaît, siffler la mélodie d'un thème ou d'une chanson de Gladiator 2, je n'en ai aucune idée, je ne pourrais pas vous le dire. Mais celles du premier film sont très mémorables, nous nous en souvenons même après plus de 20 ans. C'est à quel point les mélodies de Gladiator en étaient mémorables, mais Gladiator manque complètement de cette partie, ce qui pour moi a été une énorme déception. Donc vous savez, pour moi, c'était le point le plus bas. Cette scène de singe mutant dans l'arène, comme « Oh mon Dieu, ça va être un désastre. Ce sera une catastrophe. » D'un film. Et puis, laissez-moi réfléchir à ce qui se passe après. Oui, je veux dire, bien sûr, notre héros bat les singes, parce qu'il est le héros puissant, vous savez. Et puis, il arrive à Rome. Oh oui, non, il rencontre Macrinus, qui est le gars qui est joué par Denzel Washington, et essentiellement, Macrinus est impressionné bien sûr par les capacités de notre héros, par les capacités de Hanoï. Et s'il est genre, oui, je vais faire de toi mon gladiateur principal, mais tu dois être obéissant. Tu sais, tu dois te battre pour moi. Et ensuite, ils vont ensemble à Rome, d'accord? Ils vont ensemble à Rome parce que pourquoi? Parce que les deux empereurs qui règnent actuellement, Caracalla et Kita, ils organisent de grands jeux. Ils organisent des jeux de célébration. Pourquoi? À cause de l'épopée. Victoire de Rome contre les Numidiens qui ont déjà été conquis 320 ans avant les événements de ce film. Tu sais donc, alors que le premier film était encore un peu dans un contexte historiquement précis, parce qu'il y avait les guerres marcomaniques dans le premier film qui ont vraiment eu lieu. D'accord, à la même époque, le deuxième film comme « Oh, tu sais quoi, je me fiche de l'histoire » ou de l'exactitude historique. Plus maintenant, mettons juste quelque chose comme l'Afrique, où il y avait les Numidiens. Disons que les Numidiens remontent à 300 ans. Je suis en fait surpris qu'il n'ait pas mis Carthage comme la troisième guerre punique et la destruction de Carthage comme... Cela aurait été vraiment hilarant, mais ce n'est pas si loin en fait en termes de temps où Carthage a été détruite par Rome, d'accord? Cela n'aurait pas été si loin en termes de temps de quand Jugurtha a été vaincu. Et Jugurtha, soit dit en passant, meurt, bien sûr. Et ouais, je ne sais pas pourquoi ils ont dû mettre Jugurtha, c'était vraiment étrange. Donc notre héros arrive à Rome. Et bien sûr, immédiatement, vous avez comme plus de combats de gladiateurs. Vous savez, encore plus de scènes de gladiateurs exagérées où notre héros doit maintenant se battre.
dans le Colisée. Et d'ailleurs, la façon dont Rome est établie, je ne l'ai pas tellement aimée et je n'ai pas tellement aimé la ville. Dans le premier film, était à mon avis mieux représentée, même si elle n'était pas non plus historiquement précise. Ils n'ont pas utilisé un modèle historiquement précis de Rome à mon avis. Mais la grandeur de Rome de la ville a été établie à mon avis mieux dans le premier film et dans ce film c'est comme oh voici Rome au fait. Et d'accord, visuellement, c'est très bien fait, je ne peux pas me plaindre des visuels, mais c'est comme s'ils auraient dû faire une introduction épique quand ils arrivent à Rome. Ils auraient dû comme dans le premier film, comme lorsqu'ils arrivent à Rome et la montrent pour la première fois, vous entendez cette mélodie qui... Là, la caméra traverse les nuages. Et comme waouh, Rome, regarde ça. C'est impressionnant, regarde comme c'est beau. Regarde comme la ville est incroyable et impressionnante. Tu sais, et ici c'est comme, oh, au fait, nous sommes à Rome. Maintenant, peu importe mec, nous sommes à Rome maintenant, et il montre juste une scène de ville de Rome, ce n'est pas aussi marquant. Je ne l'ai pas tellement aimé, donc au moins, alors, mon impression était après le premier tiers du film, ça commence à s'améliorer. Comme nous commençons maintenant à entrer dans ces intrigues politiques, ou D'accord, notre protagoniste principal se bat toujours dans l'arène, donc cette intrigue n'a pas encore beaucoup évolué. Mais nous commençons à voir comme son enfance, vous savez pourquoi il a été envoyé loin par sa mère. Lucilla, d'accord, Lucilla devait le protéger. Elle l'a envoyé en exil, parce qu'il était l'héritier de Rome. Ce que je ne comprends personnellement pas, cela n'a pas beaucoup de sens parce que n'était-ce pas comme si Commodus avait été vaincu et que tout le point du premier film était que Maximus a donné sa vie pour restaurer Rome et pour vaincre Commodus, pour mettre fin à la tyrannie. Et donc, la tyrannie aurait dû être terminée maintenant. Et maintenant, Rome est en train d'être restaurée à son vrai moi, comme le disait l'empereur Marc Aurèle. Dans le premier film, redonnez à Rome son vrai moi, faites-en à nouveau une république, faites des Dionys, faites-le à nouveau pour le peuple. Droit, et donc je ne comprends pas alors comme « Oh non, Commodus est mort, mais oui, vous êtes toujours en grand danger. Je dois vous envoyer en Afrique, c'est toujours dans les limites de l'Empire romain. » Vous savez ça, non ? Bien sûr, dans cette étrange chronologie où la Numidie n'a pas encore été conquise pour une raison quelconque, peut-être qu'elle ne fait pas encore partie de l'Empire romain. Elle faisait en fait partie de l'Empire romain en 211 après Jésus-Christ. C'est étrange et ahistorique, mais ça a du sens. Mais ce que j'aime ensuite, c'est comme. Nous obtenons plus de toiles de fond des personnages, nous obtenons plus de toiles de fond comme. L'histoire de l'enfance de Hanno qui est de Lucius Verus. Donc je vais l'appeler Lucius Verus maintenant. Nous comprenons, nous voyons Lucilla. Nous voyons que Acatius est en réalité le mari de Lucilla et il revient de la campagne contre les Numidiens et dit comme « Oh homme, je n'aime pas ça, je ne sens pas que je me bats pour une cause juste. J'ai l'impression que je suis le méchant, je tue des gens innocents, je ne veux plus de ça. » Et puis, nous arrivons à ce que j'appellerais les meilleures parties du film, où ils veulent établir cette intrigue. Vous savez, ce plan pour renverser les deux empereurs tyranniques, Caracalla et Geta, d'accord, nous entrons dans cette intrigue où notre général Acatio dit comme d'accord, nous devons les renverser, ils sont brutaux et tyranniques, et nous devons restaurer la loi du peuple et redonner le pouvoir au Sénat. Et donc nous apprenons qu'Acacius a stationné une armée forte de 5000 hommes à l'extérieur de Rome, quelque part, vous savez, pas loin de Rome. Et il veut alors faire appel à son armée et il prévoit ce complot pour renverser les deux empereurs après quelques jours au milieu des jeux. Les surprenants, mais je veux dire, cela n'a pas beaucoup de sens parce que pourquoi n'est-il pas entré avec son armée en premier lieu quand il est revenu de la campagne d'Afrique? C'est comme, oh maintenant, il comprend soudainement comme, wow, ces gars ne sont en fait pas si amicaux, je comprends maintenant, tu sais, soudainement il réalise que Caracalla et Geta ne sont pas si amicaux.
Et il y a une scène entre Caracalla et Seta et Acacius quand il revient de la campagne d'Afrique, et c'est fait de manière intéressante, je dois dire, mais bien sûr exagérée. Les deux empereurs sont dépeints comme maléfiques et un peu psychopathes, bien sûr, et notre pauvre général, il essaie de les servir bien, et de servir le peuple romain, et gagner des guerres, remporter des batailles pour Rome et ses deux. Les empereurs psychopathes sont toujours ingrats et le menacent un peu et ainsi de suite. Et ensuite ils réalisent « Oh waouh, ces deux gars ne sont pas si amicaux, ils sont vraiment mauvais. Alors peut-être que je devrais peut-être vraiment les renverser. » Tu sais, comme pourquoi ne t'as-tu pas réalisé cela avant, comme étaient-ils des psychopathes hostiles seulement depuis hier et avant cela des gars vraiment sympathiques, où cela n'a pas beaucoup de sens si tu y penses. Mais, de toute façon, je dirais que l'intrigue devient plus intéressante parce que le premier tiers du film était comme, je ne le trouvais pas intéressant. Je me disais que ce serait un désastre. Au moins, l'intrigue politique rend les choses plus intéressantes maintenant. Et nous arrivons à comprendre, nous voyons aussi Lucilla et elle parle davantage, vous savez, nous comprenons pourquoi elle a dû envoyer Lucius loin et toutes ces choses, vous savez. Et donc je dirais que cela commence à devenir plus intéressant, avec l'intrigue politique. Et comme d'accord, waouh, alors il renverse les deux empereurs, comment cela va-t-il exactement fonctionner ? Alors pendant ce temps, notre protagoniste principal, Lucius Verus, qui d'ailleurs je trouve le moins mémorable de probablement tous les personnages du film. Je suis désolé de dire cela, je ne suis pas sûr si c'est seulement moi, mais comme je trouve Lucilla plus intéressante, je trouve Acacius plus intéressant, je trouve Macrinus plus intéressant, le gars joué par Denzel Washington, et je trouve même les deux empereurs, comme Caracalla et Geta, plus intéressants, même s'ils sont complètement ahistoriques, et complètement exagéré. D'ailleurs, les Caracara et Geta, ils n'étaient pas comme ça dans la réalité, bien sûr, donc c'est complètement inventé et fabriqué, mais en gros, j'ai trouvé beaucoup de personnages plus intéressants que notre protagoniste principal, ce qui, je suppose, n'est pas si bon. Je suppose que ce n'est pas le meilleur signe quand vous trouvez tous les autres personnages plus intéressants. Ouais, de toute façon, ensuite, nous obtenons plus de scènes de combat dans l'arène. Et maintenant, nous avons la première rencontre entre Lucilla. Elle découvre que, elle voit ce gars se battre dans l'arène et il a dit comme il y a un autre sous-intrigue intéressante en cours, comment elle découvre que c'est en fait son fils. Il se bat contre quelqu'un et puis il récite un poème dont elle se souvient de son enfance, de l'enfance de Lucius. Et comme, oh merde, c'est Lucius. Et aussi comment il se déplace dans l'arène et il fait une chose où il prend de la terre dans sa main comme Maximus avait l'habitude de faire et elle est comme, oh, ça doit être mon fils. Et puis, elle rencontre Lucius, mais il est toujours super en colère contre elle, bien sûr qu'elle l'a envoyé loin et il est vraiment en colère. Et ainsi de suite, vous savez, et puis l'intrigue évolue davantage. Et j'étais comme, waouh, c'est ça. C'est en fait en train de devenir intéressant maintenant, le film commence à devenir plus intéressant. Peut-être avons-nous une belle intrigue politique en cours. Désolé, je dois boire, et peut-être voyons-nous comme le renversement de deux empereurs et l'installation d'un nouveau, mais ensuite ça devient un peu plus fou. Et c'est là que je pense que le deuxième tiers du film, donc vers le milieu, est la partie la plus forte du film à mon avis. Je suis comme, oh waouh, ce n'est pas si mal, c'est intéressant, d'accord? Comme nous avons des intrigues fascinantes en cours, nous comprenons maintenant au moins, même si cela n'a aucun sens dans la réalité, mais au moins dans l'univers de ce film, nous comprenons maintenant les motivations des différents personnages. D'accord, nous comprenons comme Acacius, le général en conflit, Lucilla la mère qui a dû envoyer son fils pour le protéger et elle a mauvaise conscience. Le fils lui-même, Lucius, qui déteste les Romains et qui déteste Acacius comme « Ah, ils ont tué ma femme et il a tué ma femme, je le déteste, je vais le tuer ». Macrinus,
le gladiateur, comme le gars joué par Denzel Washington, comme le leader de l'école de gladiateurs, d'accord. Et c'est la partie où j'ai aimé le film, j'étais comme d'accord si cela continue. Alors je vais passer outre le premier tiers du film que je n'aimais pas tant que ça, mais je pense que je pourrais encore aimer ce film et il avait de jolis, vous savez, de la nostalgie en cours. Il montrait souvent Maximus comme en arrière, comme vous savez des scènes de Gladiateur 1, et chaque fois, comme il joue de la musique de Gladiateur 1 qui est super mémorable et incroyable, et ouais, vous avez comme de la nostalgie, et vous savez donc j'aimais bien à l'époque, dans environ la moitié du film, et puis à mon avis, ça commence à devenir fou. Le film commence soudainement à devenir complètement fou. Et je ne suis pas sûr de ce que Ridley pensait comme, vous savez, tout le monde doit être comme un psychopathe complet, tout doit devenir complètement fou. Je dois surpasser le premier film. Peut-être qu'il pensait qu'il doit, comme il doit, surpasser le premier film comme oh homme, j'ai 86, 87 ans. Maintenant, je dois montrer que je l'ai encore comme nous avons besoin de plus d'action. Nous avons besoin de plus de personnages fous. Nous avons besoin de plus de choses insensées qui se passent. Nous avons besoin de plus de psychopathes. Nous avons besoin de plus, vous savez, des intrigues et ça devient trop. Ça devient un peu comme pas croyable plus parce que soudainement, le personnage de Macrinus qui jusqu'alors était comme ce leader de l'école de gladiateurs, comme il devient complètement fou. Comme ce gars, soudainement, sans la motivation que nous comprenons tellement, il devient complètement fou. Il est comme, oh, je déteste Rome. Je vais détruire Rome, je déteste Rome, il dit ça. Puis, nous comprenons un peu plus tard pourquoi, quelle est sa motivation, mais il est comme nous apprenons qu'il veut. En fait, il essaie de manipuler tout le monde et veut prendre le pouvoir sur l'Empire romain. Pour lui-même, et n'est-ce pas? Et donc, en gros, il commence à manipuler les gens, il commence à manipuler Caracalla et Geta, et cela va si loin que cela culmine dans une scène. D'accord, attendez, je dois d'abord revenir un peu en arrière, parce que c'est lui qui découvre aussi l'identité de Lucius, parce qu'il est intelligent et qu'il entend ce que les autres disent, et qu'il a des informateurs au sein de la société romaine. Vous savez, et il menace essentiellement l'un de ses amis sénateurs. Il le menace et ce gars est impliqué dans le complot. Vous savez, dans le complot visant à renverser les deux empereurs, et Macrinus le découvre et il va immédiatement voir les deux empereurs et leur dit tout. Et puis, comme Acatius et Lucilla sont amenés devant les deux empereurs, ils sont furieux, brutalement, ils sont brutalement indignés de comment pourriez-vous nous trahir et vous savez, comme punition, ils jettent Acatius dans une arène et Acatius doit alors réellement se battre contre Lucius. Et d'abord, bien sûr, ils se battent l'un contre l'autre. Waouh, et c'est un combat fou et puis c'était en fait une belle scène où Acatius raconte à Lucius ses motivations et qu'il ne voulait pas tout ça. Vous savez, il est en fait le bon gars, il ne voulait pas attaquer la Numidie et il voulait renverser les deux empereurs et il aimait sa mère et ainsi de suite. Mais ensuite, il est tué. Il est abattu par la garde prétorienne et oui, donc c'est la fin de son personnage, mais je pensais que c'était au moins un bon personnage. Acatius était au moins un personnage cohérent. Mais Macrinus devient de plus en plus fou et je pense que c'est un peu comme si ce n'était pas crédible parce que vous avez établi ce personnage d'une certaine manière et maintenant, soudainement, il bascule, il devient complètement fou et ce n'est pas vraiment compréhensible pour moi, ce n'est pas bien expliqué ou bien établi pourquoi. Quoi qu'il en soit, de Macrinus devient fou et l'intrigue est, vous savez, détruite pour renverser les deux empereurs, mais au lieu de cela, il convainc Caracalla de tuer Geta et en fait, il tue Geta dans une scène vraiment brutale, dans une
scène violemment exagérée à mon avis n'avait pas besoin d'être à mon avis, vous savez, mais c'est probablement, malheureusement, la tendance de nos jours que tout doit être plus violent quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Game of Thrones pour avoir rendu la violence brutale mainstream de toute façon. Donc Guetta, avec Caracalla, il fait réellement prend le couteau dans sa main et avec Caracalla ensemble, assassine brutalement Guetta. Et au moins, c'est historiquement quelque peu parallèle à ce qui s'est passé parce que Caracalla a réellement assassiné Guetta. Mais c'est probablement la seule chose où nous pourrions dire qu'il y a un parallèle historique, parce que Caracalla et Guetta du film sont absolument différents de comment Caracalla et Guetta étaient probablement dans la vraie vie, comme si vous regardez le buste de comment Caracalla avait l'air, il était fort. Il était un personnage fort et sévère. Il avait une barbe, il avait l'air viril, d'accord. Il était un dur à cuire. Caracalla était un dur à cuire, regardez son buste, il c'est comme un shad, d'accord. Presque comme un buste de Giga Chad, ce n'était pas comme ça. Un idiot efféminé qui était comme vous, savez, c'était un personnage vraiment fort Caracalla. Et il y a même des bustes de Guetta, donc vous savez, ils n'étaient pas comme le film les dépeint, comme de toute façon. Donc oui, Guetta se fait assassiner. Et puis ça devient de plus en plus incontrôlable. Et puis nous avons une bataille navale, bien sûr, parce que nous devons augmenter le jeu, n'est-ce pas? Nous devons avoir plus d'explosions et plus de choses insensées. Nous avons une bataille navale dans le Colisée, donc le Colisée est inondé, et puis nous avons comme la reconstitution d'une bataille navale qui en fait, il y a des preuves que cela s'est vraiment passé une fois. C'était assez tôt après la construction du Colisée, je pense, pendant le règne de l'empereur Titus, si je ne me trompe pas, que cela s'est vraiment passé. Donc c'était au moins un peu intéressant que quelque chose comme ça ait vraiment eu lieu. Mais bien sûr, c'était super exagéré parce qu'une bataille navale ne suffit pas, mais il faut la remplir de requins, d'accord, comme ils doivent mettre des requins tueurs. Parce que les singes tueurs ne suffisaient pas. Oui, c'est ça, les singes tueurs. Mutés ne suffisaient pas, mettons. Des requins tueurs. Et c'était comme, oh mon Dieu, pourquoi faut-il exagérer à chaque fois comme, au moins, je suis reconnaissant que ce n'était pas comme des requins tueurs mutés qui sont comme moitié requin, moitié, je ne sais pas, bizarre, la créature pieuvre ou quoi que ce soit, vous savez. Au moins quelque chose, et waouh, des requins tueurs, les grands requins blancs ou quoi que ce soit. Je veux dire, et ce serait intéressant de voir comment les Romains ont amené ces requins au Colisée, mais c'est probablement autre chose, d'accord? Eux, de toute façon, encore une fois, une sorte de rupture de croyance que vous avez comme ces requins tueurs. Mais c'est un thème commun du film que la croyance comme l'immersion rompante ou la construction du monde rompante se produisait. Et donc, il y a cette bataille. Et bien sûr, notre personnage de Lucius Virus gagne encore parce qu'il est immortel, il est invincible. Et pendant ce temps, Macrinus devient complètement fou, il tue Geta et ensuite il devient encore plus fou. Je veux dire, il convainc Caracalla de le faire consul, mais seulement deuxième consul après le singe de Caracalla. Comme Caracalla a un animal de compagnie, d'accord. Caracalla a un petit singe qu'il aime beaucoup, une sorte d'animal de compagnie, d'accord. Une sorte d'animal de compagnie et Macrinus réussit à convaincre Caracalla. Après qu'il a déjà convaincu Caracalla de tuer Geta, il convainc Caracalla, qui a manifestement quelques problèmes mentaux, il est fou, il a une sorte de maladie mentale, ce qui est, comme nous le voyons, il est un peu le fou, et Geta était plus, même si Geta était déjà exagéré, mais Geta, parmi les deux, était le plus raisonnable, et il convainc Caracalla de le faire consul, et il est à maintenant, après le singe, le deuxième consul, donc il a soudainement beaucoup de pouvoir, parce que Caracalla est comme ce fou qui ne se soucie pas du tout de la politique. Il ne se soucie pas du tout de la politique, il veut seulement boire du vin et jouer avec son singe, et je ne sais pas, se livrer à la débauche ou quoi que ce soit, mais il n'est pas intéressé par la politique.
Il dit comme à Macrinus, tu fais tout, et Macrinus devient de plus en plus puissant. Et puis comme si cela ne suffisait pas, Macrinus devient complètement fou furieux. Comme, je ne sais pas, mec, ce gars et comment il passe d'un genre de leader semi-croyable d'une école de gladiateurs à un psychopathe complet qui juste tue tout le monde de manière atroce et veut détruire Rome et veut avoir le pouvoir sur Rome afin de la détruire parce qu'il déteste Rome, il déteste vraiment Rome, d'accord? Et puis il tue Caracalla. Macrinus tue Caracalla complètement fou. Puis, les choses deviennent complètement folles. Et il veut tuer tout le monde. Et puis il veut aussi, tu sais, savoir tuer Lucilla, tu sais la mère de si je me souviens bien. Peut-être que je ne m'en souviens pas, mais Lucilla doit alors être exécutée. Peut-être que c'était l'un des derniers ordres de Caracalla avant que Marquinhos ne tue réellement Caracalla. Et tu sais que c'est complètement exagéré. Et bien sûr, Lucius et Lucilla se sont à nouveau rencontrés. Et puis, ouais, Lucius, tu sais, il n'est plus si brutal envers Lucilla et puis en quelque sorte, il lui pardonne, d'accord, comme je te pardonne et tout va bien à nouveau, tu sais. Et puis il apprend qu'il est en réalité le fils de Maximus, d'accord, il n'a jamais été le fils de Lucius Verus, le premier mari de Lucilla, mais en réalité, il est le fils de Maximus, ce qui explique pourquoi il est ce gladiateur incroyable. Et pourquoi il peut se battre si bien, et c'est à mon avis une rétroaction, je ne dirais pas que c'est la rétroaction, ils ont rétroactivement modifié l'histoire du premier film, à mon avis, parce que je ne suis pas conscient que cela ait été suggéré que Lucius était le fils de Maximus, comme ils ont établi cette connexion entre Lucius et Maximus qui n'était pas vraiment présente dans le premier film. À mon avis, n'était pas vraiment, je veux dire, on pourrait peut-être dire que cela aurait pu être le cas, mais je pense qu'ils ont en quelque sorte réécrit l'histoire pour faire de Lucius le fils de Maximus, parce que cela n'était absolument pas suggéré du tout dans le premier film. Alors de toute façon, ah oui, donc Lucilla donne maintenant l'anneau de Maximus. L'anneau de Maximus, le bijou de famille de la famille impériale à Lucius. Et Lucius le donne à son médecin personnel, qui est aussi comme un des personnages les plus sympathiques ou intéressants de ce film, et le donne à son médecin personnel, et le médecin se rend ensuite au camp légionnaire, à l'extérieur de Rome, et le donne à ce commandant, à ce général qui était un serviteur loyal d'Acacius, et montre essentiellement que l'héritier de Marc Aurèle est vivant. L'héritier du trône de l'Empire est vivant, et appelle à l'aide. Vous savez, pour restaurer l'Empire romain, pour mettre fin à la tyrannie de ce type Macrinus qui a réussi à grimper l'échelle et à prendre le contrôle de l'Empire romain et de l'armée de l'Empire romain. Pas toute l'armée, mais de la garde prétorienne. Et la garde prétorienne à Rome est bien sûr cette force qui est historiquement au moins quelque peu précise, que vous aviez la garde prétorienne à Rome et ils étaient comme des soldats stationnés dans la ville de Rome à tout moment. Quelques milliers d'entre eux, ils avaient même leur propre camp d'entraînement ou comme des casernes militaires, s'appelait le Castra Praetoria à Rome, qui était assez grand en fait, où les prétoriens étaient stationnés, et Macrinus prend alors le contrôle des prétoriens, et puis Lucius maintenant, grâce à cet héritage, a essentiellement le contrôle de ces 5000 légionnaires stationnés à l'extérieur de Rome. Et puis, comme Macrinus sort de la ville, et avec sa garde prétorienne, et Lucius, genre de chevauche après lui, et je ne me souviens pas comment exactement cela s'est passé, mais Lucius réussit d'une manière ou d'une autre à se libérer. Et il y a une rébellion à Rome, et les gens se soulèvent contre la tyrannie. Vous savez, et donc il chevauche après Macrinus, et puis il y a comme un combat entre Macrinus qui est devenu complètement fou, il est comme devenu complètement mental, un psychopathe,
complet, en gros, qui a tué beaucoup de gens. Et puis Lucius se bat contre Macrinus. Et grande surprise, Lucius gagne bien sûr et Macrinus est tué. D'accord, Macrinus est tué et ensuite essentiellement Lucius gagne. Il tient un discours épique. Lucilla malheureusement a été assassinée entre-temps. Un peu avant dans le Colisée comme oui, elle a été exécutée. Et essentiellement, maintenant Lucius devrait rendre à Rome sa véritable identité. Et le film se termine comme « Oh oui, maintenant Lucius est essentiellement le nouvel empereur et rend à Rome sa véritable identité et restaure la République ». D'accord, mais je veux dire, nous savons en tant que fans de l'histoire romaine qu'en 211 après Jésus-Christ, la République n'a pas été restaurée, je suis vraiment désolé, et Caracalla a en fait régné plus longtemps qu'en 211, je pense qu'il a régné jusqu'en 217. Et puis après, vous savez pas longtemps après, dans les années 230, la crise du IIIe siècle a commencé donc Rome n'a pas retrouvé son vrai moi. Et est redevenue une république, ou quoi que ce soit. Donc, nous ne savons pas réellement ce que Lucius fait après, parce que nous ne savons pas s'il rend le pouvoir au Sénat ou non, il est sous-entendu qu'il le fait peut-être, mais bien sûr, c'est complètement pas de la fiction. Complètement fictif, complètement ahistorique, et donc nous voyons... Le film a commencé pas si bien, à mon avis, puis est devenu bon vers la moitié du film, et puis c'est un peu exagéré à mon avis que nous avions toutes ces scènes, comme Macrinus va complètement... Il devient complètement fou. Pourquoi faut-il tout exagérer autant ? Pourquoi tout le monde doit-il être un psychopathe ? Et puis Geta et Caracalla sont des psychopathes. Et Caracalla est encore plus un psychopathe et ils assassinent brutalement Geta et puis Macrinus assassinent Caracalla. Et comme des choses complètement exagérées, à mon avis, ça n'aurait pas été... Il n'aurait pas eu besoin d'être si exagéré. Et que le problème maintenant avec l'histoire est parce que vous avez comme tant de choses conflictuelles qui se passent, c'est partout. C'est partout comme vous pensez comprendre la motivation d'un certain personnage et puis c'est comme « Oh non, je déteste Rome, je veux détruire Rome comme Macrinus parce que, oh oui, parce que j'étais une fois un esclave mais Marcus Aurelius n'était pas amical avec moi. » Je déteste Rome et je veux tout détruire, y compris cette ville. Oh waouh, d'accord, c'est ta motivation crédible. Je ne sais pas mec, c'est comme... Et comme je l'ai dit dans ma critique sans spoiler, le film n'a pas une bonne bande sonore, il n'a pas une bonne ambiance à mon avis. Comme je regrette l'ambiance du premier, c'est vraiment historique bien plus que le premier. Mais il a des personnages intéressants. J'aime Lucilla, j'ai aimé Acacius, j'ai aimé la première partie de Macrinus avant qu'il ne devienne complètement fou. D'accord ? Parce que pour moi, cela ne semble pas crédible. Cela me donne l'impression que d'accord, nous avons besoin que les choses deviennent folles maintenant. Transformons Macrinus en un psychopathe complet. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, quand il était enfant, il a eu du mal. Il a été esclave une fois ? Waouh, d'accord. Vraiment, tu sais ? Et le personnage principal était un peu fade, je ne sais pas, il me manquait une certaine profondeur, comme Lucius, le personnage n'est pas si intéressant pour moi. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il n'était pas si intéressant. Acacius, j'ai beaucoup aimé en fait. C'était un personnage intéressant. Et Geta dans Caracalla était aussi un peu comme, même si complètement ahistorique, au moins intéressamment représenté dans cet univers fictif. Et les effets spéciaux étaient bien sûr assez bons. Vous savez, trop de computer generated imagery, trop de friandises pour les yeux, trop de couleurs et de choses qui attirent l'attention à mon avis. Je n'aime pas trop ça, je préfère quelque chose de plus sobre. Version dans le premier où ils utilisent beaucoup de filtres aussi pour établir une certaine ambiance et atmosphère dans certaines scènes que le second ne fait pas du tout. C'est comme des friandises pour les yeux, des couleurs éclatantes. Juste devant vous, Avengers, vous savez, comme un film Marvel complètement exagéré, des couleurs partout, mais si certaines personnes voient ce film et
Il développe d'au moins un certain intérêt pour l'histoire romaine, à cause de ce film. Alors, j'applaudis déjà le film si cela se produit. Pour moi, le premier Gladiator a suscité mon intérêt pour l'histoire romaine, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser davantage à l'histoire romaine. Donc si le deuxième film réussit à faire cela, alors je dirais déjà que c'est un plus d'avoir ce film. J'aurais aimé que le film soit meilleur car je peux voir qu'il avait des points forts, surtout vers le milieu du film où je dirais que si cela avait été mieux fait, cela aurait pu être un très bon film. Cela aurait pu être un très bon film, mais vous savez, c'était partout et... Il avait d'autres problèmes que j'ai mentionnés auparavant aussi, manque d'atmosphère, manque de bonne partition, manque de bonne musique, une intrigue trop étrange, trop de personnages bizarres qui ne sont pas crédibles, trop d'animaux exagérés qui n'existent pas vraiment et des effets qui malheureusement rendent le film à mon avis médiocre. Douloureusement médiocre et c'est très douloureux parce que c'est de Ridley Scott, le gars qui a réalisé des films comme Blade Runner et Alien One qui sont parmi les meilleurs films. À mon avis jamais réalisés, je veux dire pas certains, à mon avis, ce sont probablement parmi les meilleurs films jamais réalisés. Si vous regardez l'atmosphère et la cinématographie de Blade Runner 1, c'est comme plus de 40 ans plus tard et ce film est toujours comme un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre absolu Alien One aussi, si vous regardez l'atmosphère d'Alien One. Waouh! L'atmosphère dans ce film. C'est l'une des atmosphères les plus intenses que j'ai jamais vues dans n'importe quel film. Et la construction du monde et la cinématographie de Blade Runner sont parmi les meilleurs jamais réalisés, même après tout ce temps. Et maintenant, c'est très douloureux de voir Ridley Scott qui a réalisé ces grands films dans le passé. Et Gladiator était bien sûr aussi un film incroyable. Et il en avait peut-être quelques autres que j'ai aussi aimés. Le Martien, je pense, était aussi assez bon. Et c'est très douloureux de voir ce qu'il fait ces jours-ci. Comme tu vois, ça brille encore à travers lui, sa capacité et comme son génie, brillent encore. À certains moments, mais c'est comme s'il essayait trop fort. C'est comme s'il essayait de créer plus d'explosions, plus de choses beaux, choses folles, plus de personnages fous, plus de scènes de bataille, plus de brutalité, plus de violence. Tout doit être augmenté et je pense que plus n'est pas toujours mieux, donc le film n'est pas aussi mauvais que vous pourriez le penser. Vous savez, dans le premier tiers, j'ai pensé que ce serait un désastre. Oh mon Dieu! Ce n'est pas aussi mauvais, mais malheureusement, cela aurait pu être beaucoup mieux. Je dirais que c'est douloureusement médiocre, et c'est comme si certaines choses n'étaient tout simplement pas crédibles. Lucius étant le fils de Maximus me semble être une rétroaction, et Lucius, le personnage principal, n'est pas vraiment si intéressant à mon avis, et aussi comme la relation avec les autres personnages n'est pas établie. Donc bien, à mon avis, comme... Nous voyons beaucoup d'établissements de relations avec son médecin personnel. Ce que je trouve assez hilarant, peut-être que la relation avec son médecin personnel est en fait établie au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que la relation avec sa mère. Donc vous savez, il se passe des choses étranges. Et c'est partout. Donc, je suis désolé, mais j'aurais aimé aimer le film davantage. Mais bien sûr, comme il s'agit de l'histoire romaine, j'aime toujours un peu et j'espère que si quelqu'un le voit, cela suscitera au moins un intérêt pour l'histoire romaine, peut-être cela. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est un film douloureusement médiocre, donc c'est ma critique contenant des spoilers de Gladiator 2. Je suis désolé, j'ai encore divagué. Combien de temps? Oh mon Dieu, je divague trop. C'est mon opinion. Je suis sûr que beaucoup d'autres personnes auront des opinions différentes. J'ai essayé d'être équilibré. C'est comme si le film n'était pas extrêmement mauvais. Ce n'est pas,
Et ce n'est pas non plus extrêmement bon. C'est comme si c'était médiocre, que puis-je dire, c'est douloureusement médiocre. Donc vous savez, c'est mon opinion sur le film. J'espère que vous aimez cette divagation, vous. J'espère que vous avez trouvé cette critique un peu agréable. J'ai certainement manqué quelque chose. Je n'ai pas pris de notes. Cette fois, c'était juste comme... sans script, je pensais juste à des choses qui me sont venues à l'esprit hier. Donc vous savez, quand j'ai vu le film, de toute façon, oui, merci d'avoir regardé la critique si vous voulez voir le film. Super, peut-être que vous le trouverez plus agréable que moi. J'espère que vous le ferez, et au moins c'est bien qu'il y ait un film sur les Romains. Vous savez, ce n'est pas toujours un cadre médiéval. C'est bien qu'au moins il y ait un autre film sur les Romains. Et peut-être que c'est déjà de nos jours tout ce que nous pouvons demander. Tu sais, j'aimerais que Hollywood fasse un meilleur travail en matière de précision historique. Mais peut-être que c'est trop demandé. Je ne sais pas, de toute façon, amis, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Garwa.